Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver ce soir encore pour un nouveau grand procès de l'histoire d'Israël. Toujours avec mon acolyte, notre homme de loi tandem, mon ami Greg. Salut Greg. Salut Galit. Comment tu vas? Très très bien. Alors Greg, ce soir, on va parler d'une affaire récente, contrairement à ce qu'on a pu aborder dans nos dernières émissions, une affaire récente qui a bouleversé tout le pays, qui a généré énormément d'émotions, énormément d'articles dans la presse et de reportages. C'est une affaire qui a quand même, c'est tragique, hein, on peut le dire. On va ce soir parler de l'affaire de la ganénette qui a maltraité les enfants à Rosh Haïn, Carmel Maouda. Tout à fait, tout à fait. Alors c'est une affaire... C'est une affaire donc un peu... Alors moi, ce que j'aimerais que tu me dises, c'est pourquoi tu as choisi cette affaire. Non, mais c'est une affaire qui est importante parce que malgré qu'elle n'a pas l'ampleur des autres dossiers qu'on a traités jusqu'à aujourd'hui, elle a une incidence directe sur la vie de nombreux parents en Israël aujourd'hui. Je pense que ce qui s'est passé dans ce cas-là a fait un grand choc à la population, a vraiment réveillé les parents. Et en fin de compte, on voit que les tribunaux ne sont pas tout à fait déconnectés de la vie de tous les jours non plus, de la réalité. Ils ont compris, elle a reçu on va en parler tout de suite, mais oui. Elle a été condamnée pour des faits qui généralement n'engendraient pas des peines aussi lourdes. Et son cas, en fait, a initié des changements de loi qui sont applicables aujourd'hui. Et c'est donc ça qui est intéressant. Très intéressant, tout à fait. Alors, on va expliquer rapidement cette histoire. Tout commence le 19 juin 2019. La police reçoit une plainte sur des soupçons de maltraitance dans un GAN, une crèche privée, pour des bébés âgés de 3 mois à 3 ans, donc vraiment des tout petits. Le GAN est dirigé lui aussi par une toute jeune ganénette, une toute jeune puéricultrice, je pense qu'elle l'était, Carmel Maouda, et elle n'a que 25 ans. Alors elle tient ce GAN, elle dirige ce GAN, cette crèche, à son domicile, donc à Rosh Haïn, une banlieue de Tel Aviv. L'enquête, suite à la plainte, est ouverte par la police. Et au cours de leur enquête, les enquêteurs trouvent et accumulent des preuves flagrantes de maltraitance. Les enquêteurs ont accès à des enregistrements des caméras de sécurité de la crèche en question. Et ce qu'ils découvrent ne laisse finalement aucun doute. La maltraitance grecque envers les tout-petits est bouleversante et vraiment traumatisante. Qu'est-ce qui se passe à la suite de tout ça? D'abord, il faut savoir que celle qui a déposé la plainte est une autre employée de ce GAN qui a été témoin de certains faits de Carmel Maouda. Ce ne sont pas les parents donc? Non, ce n'est pas les parents qui ont initié ça, c'est en fait une autre employée qui travaillait dans le GAN, qui a vu un petit peu ce qui se passait, qui a vu à quel point les enfants étaient maltraités et qui a décidé d'aller à la police, déposer plainte au départ. C'est resté un petit peu sous le secret les premiers jours pour essayer de comprendre ce qui se passait. Effectivement, une fois que les vidéos ont été prises, les vidéos de surveillance qu'il y avait dans le GAN ont été prises par la police. Les images étaient troublantes et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui peut rester vraiment indifférent à voir des images que la police a vues. Et à ce moment-là, c'est là que l'affaire un petit peu explose. Oui. Alors je t'avoue que moi, je n'ai jamais réussi à les regarder, ces vidéos. Au bout de pas plus de 3 secondes, j'arrête. Et effectivement, comme tu disais, donc très très rapidement, l'affaire est médiatisée, surmédiatisée. Sans dévoiler au début le nom, l'identité de la ganénette. On parle encore au départ que de soupçons de maltraitance et de brutalité et même des coups envers les enfants. Donc vraiment, ça a été très loin. Très vite, donc elle est mise en garde à vue. Elle est confrontée aux vidéos. Elle ne nie pas les faits. Par contre, elle se trouve des excuses.
là c'était une mauvaise journée, là j'étais très fatiguée, là je sais pas ce que j'avais, j'étais possédée par le diable, enfin vraiment des excuses plus abracadabrantesques les unes que les autres et complètement dérisoires et indignes. Alors, elle expliquait surtout, ça c'est quand j'ai préparé, elle expliquait que c'était pour leur bien en fait, c'était pour leur sécurité qu'elle les maltraitait. C'est quoi cette histoire? Non, il est clair que quand quelqu'un est mis face à une situation, elle va dire tout et n'importe quoi. Comme tu dis, j'étais possédé par le diable, ou c'était dans leur bien. Bon, les policiers, les enquêteurs ont vite découvert et ont vite compris que ça n'avait aucun sens. Et effectivement, la médiatisation de ce cas est beaucoup plus grande que pour les autres cas, parce que ce n'est pas la première fois en Israël, malheureusement, qu'une puéricultrice maltraite un enfant, qu'il y a eu malheureusement des enfants qui sont morts, et ça n'a pas fait tellement de bruit que ce cas-là. Pourquoi je ne sais pas, peut-être que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Peut-être que les parents étaient plus... Et surtout, à ce niveau-là, je pense que les parents de ce GAN-là ont vraiment été beaucoup plus bruyants, impliqués que n'importe quel autre parent, et ils n'ont pas voulu laisser ça comme un fait de bon, bah, ça c'est le destin. Comme un fait divers. Ils ne voulaient pas que ça passe comme un fait divers. Ils voulaient effectivement faire un changement. Alors, le 4 juillet, suite à la médiatisation, etc., là, la police rend carrément public les vidéos des caméras de sécurité. Donc, le peuple entier est confronté à ces images et subit la folie, regarde ce que les enfants ont subi, la folie et la violence de cette Carmel Maouda. Le 6 juillet, donc quelques semaines, 2-3 semaines après le début de cette affaire, un grave incendie se déclare au domicile et donc dans le GAN de la Ganénette. Et là, c'est un incendie criminel. C'est quelqu'un qui est arrêté, qui a voulu se faire justice lui-même ou justice aux parents parce qu'il ne fait pas partie des parents. Exactement. Je pense que ça a tellement choqué la population. Il n'y a aucune raison de cautionner ce que ce monsieur a fait. Il a d'ailleurs été inculpé directement. Il a été envoyé pour 3 ans et demi en prison. Donc ce n'est pas quelque chose qui doit être fait. Personne ne peut se faire justice hormis le tribunal. Et il faut que les choses soient claires. Et tant mieux que les choses étaient claires. Mais c'est clair que ça a tellement choqué. Ces vidéos sont terribles. Mais tu dis que tu n'arrives pas à les voir. Je te dis vraiment, j'ai vraiment eu extrêmement de mal à le voir aussi une fois et ça m'a suffi. C'était vraiment terrible parce qu'on comprend que les enfants étaient là et ils étaient complètement sans aucune défense et sans aucune possibilité d'expliquer non plus ce qui se passait parce que c'était des petits enfants de 0 à 3 ans. C'est ce que j'allais rappeler parce que c'est quand même très important. C'est des tout petits, 0 à 3 ans. Des fois, on dit qu'elle les obligeait à se maintenir assis ou debout alors que les gosses, c'est quelques mois, ils ne savaient ni s'asseoir ni se tenir debout. Enfin, c'est un cauchemar. Voilà, tout le monde ne peut être que touché par ça. Exact. Alors, au lendemain de l'incendie, et seulement donc 2 semaines après l'ouverture de cette enquête, elle est mise en examen, Carmel Maouda, elle est mise en examen avec un dossier qui comprend 18 chefs d'accusation. De quoi exactement est-ce qu'elle est accusée ? Généralement, quand un acte d'accusation est déposé, le procureur vient et essaye de donner un maximum de chefs d'accusation pour plusieurs raisons. Pour pouvoir, dans le cas où il y a une négociation qui se passe après avec la partie adverse, dans le cas où certains sont retenus, d'autres pas, il élargit au plus la possibilité d'inculper la personne qui est mise en accusation. En fin de compte, le chef d'accusation le plus important, c'est maltraitance d'une personne qui n'a pas la possibilité de se défendre. C'est un peu une traduction libre. Et c'est ça, et c'est sur base de ça surtout qu'elle a été inculpée et condamnée. Alors, on en arrive donc, une fois qu'elle a été mise en examen à cette procédure, au procès. La procédure judiciaire, tout a été, j'ai l'impression, très rapide dans ce dossier, parce que finalement, très vite, elle est arrivée au tribunal. Quand commence le procès et surtout, est-ce qu'elle reste en prison ? Alors, au départ, elle va rester en détention provisoire, puis suite à plusieurs procédures, appels qu'elle a fait concernant ses conditions de détention, on lui a permis de se trouver en détention dans sa maison auprès de ses parents.
le procès va relativement vite, c'est bien, déjà, c'est une bonne chose. C'est important. Il y a eu des négociations pour arriver à un accord, un compromis généralement. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'en Israël, près de 90% généralement des dossiers civils déjà se terminent en compromis. Il y a peut-être, je ne connais pas exactement les chiffres au niveau des dossiers pénaux, mais le but est d'arriver généralement à des compromis, d'arriver à un compromis, de faire demander au juge de l'autoriser. Et dans un dossier comme ça, quel est l'intérêt d'un compromis? Alors, les intérêts d'un compromis sont toujours gagner du temps au tribunal, faire justice rapidement, etc., etc. Mais dans ce cas, le procureur avait dit une phrase assez touchante, on va dire, ou assez importante. Je me fais la voix des enfants qui étaient sans défense et il n'y a aucune raison que je renonce à ne fût-ce qu'une virgule de mes chefs d'accusation et on va jusqu'au bout. Et elle a demandé, en fait, que dans le cadre de ce procès-là, une fois que Maouda donc, a été condamné, elle a demandé plus de 13 ans et demi de prison, ce qui est quand même énorme par rapport à ce genre de chef d'accusation, par rapport du moins au meurtre qu'il y avait jusqu'à présent. Et c'est pour montrer à quel point elle voulait absolument faire de ce cas-là un cas exemplaire, pour pas que ça recommence, entre guillemets. Alors là, c'est pris en charge par une juridiction locale à Lod. Ils demandent d'ailleurs, ces avocats demandent au départ une expertise psychiatrique pour essayer de la faire passer pour folle. Refusé. Bon, c'est normal, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Les avocats sont là pour ça, ils sont là pour la défendre. Et si cette possibilité existe, bon, bah, c'est leur rôle et leur devoir de devoir la soumettre. Mais bon, il est clair qu'elle n'était pas ni folle, ni pas consciente de ses faits, ni responsable juridiquement parlant. Et donc c'est pour ça aussi que ce procès, en fin de compte, elle a admis, en fin de compte. Elle a reconnu les faits. Elle s'est d'ailleurs excusée. Elle a compris qu'elle avait fauté, etc. etc. Bon, ça, c'est à la fin. Mais il faut dire qu'à chaque audience, il y avait des manifestations de haine, de violence. Il y a énormément de colère qui s'est exprimée et dans le peuple et chez ses parents qui étaient malheureusement, j'imagine à peine la culpabilité qu'ils ont dû ressentir d'avoir choisi ce GAN et cette ganénette. L'émotion est toujours très forte. D'ailleurs, pendant l'audience, à l'audience où il y a donc elle rentre toujours par des entrées dérobées, pas par la grande porte. Elle est toujours très encadrée. Et par contre, il y a beaucoup d'expressions de violence, etc., même de la part des parents, surtout par exemple quand on décide de lui accorder effectivement cette résidence surveillée chez elle plutôt qu'en détention provisoire. Je pense que ça a fait l'effet inverse et tant mieux en fait. C'est-à-dire que comme ce qu'il y a eu dans ce cas-là, c'est que l'implication des parents et l'implication de la société a été telle qu'aujourd'hui, il peut y avoir eu 10 cas de maltraitance au niveau dans des jardins d'enfants privés. Le seul qu'on va retenir, c'est le cas de Carmel Maouda. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de bruit. Et je te dis encore une fois, c'est la première fois où les parents ont été... on était tellement impliqués. Bien évidemment, ils ont eu mal. Je suppose que même ceux qui n'ont pas vu dans les vidéos que leur enfant était maltraité, bien évidemment, ils dormaient. Je suppose qu'ils n'endorment pas jusqu'à aujourd'hui pour savoir si c'était le cas ou pas. Et je pense que même si on parle de violence verbale ou de brutalité d'expression, on va dire, dans la manière dont ils ont... en fin de compte, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Et ça a fait le travail. Mais est-ce que tu penses que ça a pu influencer effectivement la juridiction, le juge? Il y a un grand débat toujours, c'est de dire est-ce que les juges sont vraiment déconnectés de la réalité? Et quand j'étais en école de droit, en fac de droit, on nous a dit mais vous savez, le juge le matin, il lit son journal aussi. Ouais. Et il n'est pas complètement déconnecté, il lit le journal, il regarde la télévision, il regarde les mêmes programmes que vous et moi. Et il voit les manifestations. Et il voit exactement ce qui se passe. Donc je pense qu'à un moment donné, ils ont compris aussi qu'il y avait quelque chose ici qui se passait dans la société, qu'on ne pouvait pas juste appliquer les mêmes peines qui étaient appliquées jusqu'à présent. Et c'est certain qu'ils ont été influencés. Ça reste des hommes et des femmes. Donc, alors c'est un procès qui a duré quand même pas mal de temps puisqu'il s'ouvre le 16 septembre 2020 et le 9 décembre, elle est reconnue coupable donc de 10 des 18 chefs d'accusation qui ont été retenus contre elle.
Et elle a été reconnue coupable de maltraitance sur mineurs et d'agression même, puisqu'il a été prouvé qu'elle a même carrément agressé et frappé un des bébés. Alors, le 8 avril, donc ça c'était en décembre, le 8 avril 2021, il y a eu l'audience sur l'explication les explications sur ce qui a motivé effectivement la condamnation. Encore une audience très agitée, avec des parents encore très en colère, avec des manifestations. Entre-temps, il y a même son adresse personnelle qui avait été révélée, donc il y avait eu beaucoup de manifestations aussi en face de chez elle. Les gens la traitaient de sorcière, enfin de tous les noms. Ils ont rendu public aussi son visage, donc c'est vraiment après pour se reconstruire en Israël. Moi, je lui conseille de quitter le pays. Et le 8 avril donc 2021, l'audience d'annonce du verdict, donc là où elle est condamnée, on annonce qu'elle est condamnée donc à 9 ans et demi de réclusion, 1 an de probation et 400 000 shekels d'indemnisation pour les parents dont les enfants ont été blessés, donc physiquement seulement. Exact. Les blessures morales, malheureusement. Voilà. Alors oui, comme tu disais tout à l'heure, l'accusation avait demandé 14 ans de prison. Et c'est quand même la peine la plus lourde infligée dans toute l'histoire d'Israël dans ce genre d'affaires. Alors on en arrive à ce qui vraiment nous intéresse. Pourquoi est-ce que cette affaire a fait plus de bruit que les autres? On a parlé de l'implication des parents, mais est-ce que ça a remis en cause, qu'est-ce que ça a remis en cause dans la société israélienne? Parce que finalement, comme tu le disais, il y avait déjà eu des histoires, des affaires de maltraitance, avec même malheureusement des décès, et ça n'avait pas été aussi loin en termes d'accusation, de condamnation plutôt. Et qu'est-ce que cette affaire a finalement changé dans la vie de tous les jours des Israéliens? Il faut bien comprendre qu'il y avait une situation complètement ubuesque, voilà, ahurissante, improbable, où en Israël, n'importe qui pouvait ouvrir un jardin d'enfants sans aucun contrôle. C'est-à-dire que c'était plus difficile d'ouvrir un magasin de chaussures que d'ouvrir un jardin d'enfants. Alors on explique. En Israël, à partir de 3 ans, un peu comme en France, c'est l'école obligatoire. Enfin, en tout cas, en France, c'est obligatoire. Ici, je ne sais pas si c'est obligatoire à partir de 3 ans. Et là, la gestion... Alors, il y a des maternelles, c'est des écoles maternelles privées, mais il y a aussi la majorité, ce sont des écoles publiques, donc ce sont des GAN municipaux, des structures municipales, donc réglementées par un règlement de fonctionnement. Ce qui n'était pas le cas en Israël jusqu'à cette affaire. Alors, c'était le cas. C'est-à-dire qu'à partir de 3 ans, il y avait ce qui s'appelle la loi, il y avait des lois China, exactement, qui disaient que l'obligation d'aller à l'école et la possibilité, à partir des enfants de 3 ans, d'aller dans une crèche municipale qui était bien évidemment contrôlée par l'État ou par la municipalité. Et beaucoup moins cher qu'une crèche privée. Clairement. Mais de 0 à 3 ans, il y a un vide total, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune juridiction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un commerce quelconque, il faut se tourner à la mairie, demander un permis de commerce. Si c'est quelque chose qui est en rapport éventuellement de proche ou de loin avec la santé, alors il faut le ministère de la Santé, il faut les pompiers, il faut la police. La capacité d'ouvrir un commerce en Israël nécessite beaucoup de patience, beaucoup de compréhension du marché, des lois, etc., etc. Et pour un GAN, pas du tout. C'est-à-dire que n'importe qui voulait louer un rez-de-jardin quelque part, je veux faire un GAN et c'est parti, on y va, il n'y a pas de problème. Aucune limitation sur les formations, aucune limitation sur le nombre d'enfants, etc., etc. Et c'était vraiment un peu le bouche à oreille. C'est-à-dire que la GANanette, elles sont très bien, elles sont sympas, ce qu'ils donnent à manger, c'est bien, c'est bio, il n'y a pas de viande, il y a de la viande, ils sont bilingues, on parle comme ça. Mais en fin de compte, personne n'avait aucune idée et il n'y avait aucune réglementation. Savoir qui sont les gens qui gardent ces mêmes enfants. Et c'est quand même assez marrant, on en avait parlé un petit peu avant, que dans un pays qui vénère tellement ses enfants, qui chérit tellement ses enfants, qui les met au rang de roi, en fin de compte, le matin, tu les jettes quelque part en te disant, pas plus que ça. Et donc en 2018, il y a 2 lois déjà qui apparaissent. Alors, ce n'est pas directement à cause de Maouda, la première chose, parce que c'était avant, qui vient dire, voilà, dorénavant, celui qui veut ouvrir un jardin d'enfants privé de 0 à 3 ans doit avoir
une réglementation, un permis de commerce. On va appeler ça comme ça. Attends, on ne parle pas de diplôme encore là? Ah, il n'y a pas de diplôme. Non, moi, si demain je veux ouvrir un GAN, exact. je peux si je m'adapte et je fais toutes les démarches qui sont aujourd'hui réglementaires. En Israël comme en Israël, la loi est votée, mais les directives de loi, le décret d'application ne l'est pas. C'est-à-dire qu'il faut un permis de commerce, mais personne ne sait comment l'obtenir. Bon, ça, bien évidemment, donc cette loi elle ne veut rien dire en 2018. Jusqu'au 4 janvier 2021, quelques jours avant que le gouvernement, l'ancien gouvernement tombe, la commission de la protection de l'enfance de la Knesset se réunit, dit on ne peut pas continuer comme ça, on ne va pas réattendre de nouveau encore 6 mois ou 9 mois un nouveau gouvernement. On veut absolument maintenant définir quels sont ces mêmes décrets d'application de la loi. Et là, effectivement, on définit le nombre d'enfants qu'il peut y avoir sur une surface, le nombre d'enfants par groupe, les obligations du jardin d'enfants à tenir les parents informés de ce qu'ils vont manger, du coup, d'avoir un programme hebdomadaire. C'est très, très, très précis, avec bien évidemment des conséquences pour ceux qui ne respectent pas ces mêmes directives. Et en fait, ce qui paraissait le plus normal du monde… Mais oui, c'est ça. Parce que ce que tu me dis là, c'est juste basique. Basique de chez basique. En 2021, en Israël, on le découvre. Ouais. Voilà. Et comme tu disais, est très étonnant dans une société qui érige ses enfants vraiment sur un piédestal. On n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit… Mon corps, c'est mon corps, je ne te caresse pas, je ne te prends pas par le bras parce que tu m'énerves un petit peu. Rien du tout. Mais par contre… aucune réglementation sur les crèches privées de 0 à 3 ans, qui est l'âge, j'ai envie de te dire, critique, le plus important. Le plus important de la petite enfance. C'est rentré en application à partir du 1er septembre 2021, donc maintenant, cette année. Alors, il y a toujours mieux à faire. On peut toujours améliorer, bien sûr. Mais en tout cas, là, maintenant, ça a le mérite d'être clair. Il ne manque plus que des diplômes, peut-être, parce que c'est quand même important. Alors, donc, dans les directives, il y a une obligation de passer certaines formations. Par exemple, une formation de premier secours pour les enfants, une formation éducative. Il y a même une possibilité que celui qui est en fait, on va rappeler ça le dirigeant, ou enfin le contrôleur général de ces mêmes directives, de demander à ce que certains des puéricultrices passent des examens sur base de la matière qui aurait dû être étudiée dans ces mêmes formations. Bon, c'est en théorie. J'espère qu'en pratique, effectivement, les choses vont bouger. Je pense que juste le fait que ces lois existent aujourd'hui va faire un changement de fond parce que personne ne veut prendre un risque en fin de compte sur son propre business et ni d'avoir des amendes. Et puis surtout après, ce qui s'est passé avec Armel Malin ne veut certainement pas avoir quelqu'un qui ne montre pas patte blanche en fait avant de rentrer. Et je pense que ça a fait un gros changement et très important. Et en Israël, en termes de jurisprudence, c'est-à-dire que, je ne sais pas, demain il y a un nouveau scandale d'une ganénette qui maltraite les enfants. Est-ce que il y a jurisprudence sur la peine? Est-ce que ça sera maintenant 9 ans et demi à chaque fois, pour chacun? Chaque cas est bien évidemment étudié de manière particulière, mais il est clair que la prochaine fois que la procureure va devoir mettre en accusation une puéricultrice pour maltraitance, les règles seront déjà bien plus strictes. Elle ne pourra pas dire qu'il n'y avait pas de règles. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, à un moment donné, on a tout mis sur Carmel Maouda, mais l'État n'était pas là pendant plus de 70 ans. Ouais. L'État a disparu. C'est-à-dire que encore une fois, sans bien évidemment accepter n'importe quel de ces gestes, mais en fin de compte, il y avait un vide complet que l'État a tout simplement oublié de remplir. Mais c'est clair que dorénavant, je pense que les gens vont réfléchir à 2 fois et puis les juges auront beaucoup plus facile à venir à donner des peines plus lourdes parce que voilà, on a été prévenus. Est-ce qu'en Israël, c'est aussi… moi, je connais la France et Israël, donc c'est pour ça que je prends toujours en exemple ce qui se passe en France. Mais est-ce qu'il y a des chances, par exemple, comme en France aujourd'hui, quand tu es accusé, quand tu es condamné à 9 ans de prison, il y a des remises de peine, tu sors au bout de 3 ans. Oui. Alors ici aussi, ça s'appelle en hébreu Niko Ishlish, ça veut dire que tu peux déduire un tiers de la peine. Il y a ce qui s'appelle les commissions de libération conditionnelle. En France, ça s'appelle… Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où… Non, je ne sais pas si c'est conditionnel, mais des libérations prématurées. D'accord. Où en fin de compte…
si la personne elle, se comporte bien en prison, si elle suit un traitement pour se réadapter, se réhabiliter à la société, si elle comprend qu'elle a fauté, etc., etc. Alors oui, cette commission, on peut se tourner vers elle à partir du moment où on demande un tiers et demander de réduire un tiers de la peine. C'est-à-dire qu'en théorie, au bout de 6 ans, elle pourrait sortir. Je pense que dans son cas, tout l'aspect médiatique qui a eu autour a été tel que ce serait très mal perçu. Non, c'est peut-être mal perçu, oui, c'est clair, mais je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va sortir. Oui. Je veux dire, vraiment, ça a été tellement... violent pour... oui. Et quoi qu'il arrive, que le jour où elle sortira, ce sera encore tellement frais dans les mémoires. C'est pas un meurtre qui a lieu il y a 20 ans ou 25 ans, et là, aujourd'hui, le meurtrier, c'est quelqu'un qui c'est ça, les enfants seront encore des enfants dont elle s'est occupée, ils auront 9 ans. Quoi. Tout à fait, seront pas, tout à fait. Donc c'est ça qui... Je pense qu'ils auront du mal à lui... Mais bon, après, encore une fois, les règles sont les règles. Si elle y a droit... Elle a le droit de le demander. Exactement, tout à fait. Très bien. Bon, écoute, Greg, voilà encore une affaire qui a changé un petit peu le cours de l'histoire judiciaire de ce pays. Voilà, j'espère que la prochaine fois, tu nous prépares encore une affaire intéressante et passionnante comme celle-ci et comme toutes celles qu'on traite à chaque fois. Merci, à très bientôt. Voilà, merci à vous aussi de nous avoir suivis pour ce nouveau grand procès de l'histoire d'Israël. On vous donne rendez-vous à la prochaine, toujours avec Greg, toujours avec moi, toujours sur Tandem. À bientôt. Au revoir.